único que hice sería llamarte toda la vida, Celia. Ay, sí, guay, Sarita. Con todo el amor que tengo, Celia, había jurado voy a amarte, Celia. Ay, sí, guay, Sarita. Maurice Lemoine, certainement que vous connaissez, écrivain et journaliste, qui nous fait, comme Lucille, l'honneur d'être là avec nous pour parler de l'Amérique latine, des conflits dans le processus de transformation, et puis avait discuté dans la mesure du possible, à parler un petit peu de ce qui attend à ces continents. Ce débat, il est pour nous important. C'est les collectifs Alba Amérique latine avec les amis du monde Diplo auxquels on remercie d'avoir accepté de s'associer avec nous pour ce débat. Là, on est en train de faire le travail qu'on a toujours souhaité faire, c'est-à-dire débattre sur l'Amérique latine, informer et débattre. Pour nous, en tant que collectif, on est dans une phase actuelle du capitalisme global. C'est un capitalisme qui se caractérise par une grande complexité et pour une brutalité extrême qui se traduit dans une exploitation, inégalité, exclusion des masses des populations latino-américaines. Cette brutalité du capitalisme actuel en Amérique latine dans certains pays est en train d'amener des millions de personnes à abandonner leurs terres et à perdre des emplois, à émigrer sans perspective et dans certains cas pousse à des conflits internes. Pendant ça, les riches de ce monde se font chaque fois plus riches. Actuellement, bon, ça c'est au niveau mondial, 1% de la population de la planète possède presque la moitié de revenus et de richesses que 90% de la population totale. La globalisation, comprise comme une expression supérieure du capitalisme, obéit à la logique de la concentration et de l'accumulation. Et son caractère expansionniste fait partie de sa nature même. Le néolibéralisme en tant que système, d'abord, les libres marchés et les libres échanges, ça fait partie centrale de ce système. Tout devient marchandise. L'appropriation des ressources, concentration et accumulation, la domination géostratégique, contrôle des territoires et contrôle des matières premières et stratégiques. Des rapports de production, des rapports sociaux de production inégalitaires et injustes. Une domination technologique sur laquelle se développe une nouvelle division internationale du travail. Un autre pilier de ce système, la libération financière et le contrôle du patron monnaie, le dollar. La privatisation, qui est un autre élément central, les transferts des activités économiques rentables vers le secteur privé et le renforcement du régime démocratique formel et finalement la manipulation idéologique et la domination culturelle. Voilà, ce sont ces éléments-là, ces mécanismes et ces logiques qui sont présentes dans presque toutes les sociétés latino-américaines et même s'il y a eu des transformations, d'après notre point de vue, il y a eu des transformations importantes, ces éléments centraux, ces fondamentaux sont restés solidement implantés dans les sociétés latino-américaines. Pour conclure, on dit, globalement, en Amérique latine, malgré les grandes avancées, on n'a pas réussi à construire et à développer un modèle socio-économique alternatif. Un modèle où c'est le bien-être de tous qui doit compter. Aujourd'hui, on vit, nous, une régression parce qu'on assiste à une consolidation de tous ces aspects liés à ce néolibéralisme. Bonsoir, merci d'être là. Alors, pour une fois, on va avoir un vrai débat. Je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont il présente les choses. C'est ce que moi j'appelle le latino-pessimisme. Or, en réalité,
faudrait quand même se souvenir qu'en 15 ans, un peu plus de 15 ans, l'Amérique latine a profondément changé. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on a déjà oublié Hugo Chavez, Rafael Correa, Evo Morales, Pepe Mujica, Lula, Dilma Rousseff, même Michelle Bachelet? Attendez, l'Amérique latine aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était à la fin des années 90. Dans la grande époque néolibérale, 1980, fin des années 90, on passe de 120 millions de pauvres à 225 millions de pauvres. Depuis l'arrivée au pouvoir de ces gouvernements progressistes, chacun dans son registre, chacun dans son pays, chacun dans son contexte, et chacun avec ses problèmes, ses erreurs, ses fautes, on réduit de minimum, je vous donne le chiffre bas, 56 millions de personnes la pauvreté. On ne peut pas nous dire que l'Amérique latine n'a pas changé. C'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Est-ce qu'il faut rougir de la gauche latino-américaine et de ce qu'elle a fait pendant ces 15 années? Non. Non. Elle a repris, en général, d'abord le contrôle de l'État. Dans lequel, par exemple, les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, etc., sont nationalisées et non pas privatisées. Nationalisées. Nationalisées pas de la façon dont on nationalisait dans les années 50 ou dans les années 60, où on expulsait les multinationales. Alors effectivement, là on n'est plus dans la révolution pure et dure. Les gouvernements, parce qu'ils ont tous agi plus ou moins de la même manière, hein, l'Équateur, la Bolivie, avec le gaz, le Venezuela de Chavez, ne mettent pas les multinationales à la porte, elles leur disent simplement on change les règles du jeu, on augmente les impôts, et vous devez par définition passer une alliance stratégique avec l'État. C'est-à-dire que vous créez des sociétés dans lesquelles l'État a la majorité à au moins 51%. On n'est plus du tout dans les mêmes rapports de production. Et si on a pu sortir 56 millions de personnes de la pauvreté, c'est parce que l'État, grâce à ces mesures de nationalisation, a pu récupérer des ressources qu'il n'avait pas auparavant. Évidemment, c'est fondamental. Prenez le cas du Mexique. Parce que bien souvent, on nous dit, le Venezuela, ben évidemment, c'était facile, il y avait du pétrole. Donc ils ont réduit la pauvreté. Le Mexique aussi a du pétrole. Ils n'ont pas réduit la pauvreté. Dans les années 70, il y a eu ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier. Premier choc pétrolier. Hein, et le Venezuela, on appelle le Venezuela saoudite. La pauvreté était à 60%. C'est-à-dire qu'à cette époque, les ressources du pétrole n'ont pas été mises au service d'une transformation de la société. Donc oui, l'Amérique latine a profondément changé. Évidemment, on ne peut pas balayer tout l'arc de l'Amérique latine. C'est trop long, ça serait trop long. Prenons l'Équateur. Et là encore, je précise, je ne suis pas en train de vous parler de pays qui ont réussi des révolutions absolument fantastiques, sans erreur, sans problème. La première chose que fait Rafael Correa quand il arrive au pouvoir, il ferme la base américaine, états-unienne de Manta. C'est déjà un signe d'indépendance par rapport aux États-Unis. Et ils ont tous eu, à un degré ou à un autre, cette démarche d'indépendance par rapport aux États-Unis, l'empire, une paire du lot. Il prend le contrôle du pétrole et des ressources naturelles. Vous avez 180 lois en Équateur qui sont approuvées pour transformer les relations entre le pouvoir et les garanties sociales. Mais la pauvreté, en fait, elle passe de 37,5% en 2007 à 22,5% en 2014. Alors ça ne veut rien dire, hein, c'est des chiffres. Justement, on n'est pas dans les chiffres. Ça fait 1 300 000 personnes. Le Brésil, avec Lula, 20 millions de personnes de la pauvreté, c'est pas rien. Même si, par ailleurs, on peut avoir des réserves sur le modèle de développement, sur ce qu'il aurait fallu faire, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'il faudra faire. Mais c'est pas rien, c'est un effort énorme. L'extrême pauvreté, Équateur, elle passe de 7,5% en 2007 à 8,5% en 2014. Le salaire de base passe de 170 $ en 2007 à 360 $ en 2015. L'une des raisons de l'opposition de la classe moyenne, en particulier à Correa, par exemple, une partie de la classe moyenne, c'était que on a passé le salaire des domestiques. Les domestiques à 305, l'équivalent de 305 $ par mois. Et c'était insupportable. Ils avaient des domestiques quasiment gratuits jusque-là. Sur les élèves dans le secteur secondaire à l'école, plus de 10%, universitaire, plus de 15%, investissement santé publique, plus de 700%. La santé publique, plus de 700%. L'Équateur n'a pas fondamentalement, c'est vrai, changé son mode de développement. Mais a construit ou a remis en état 8000 km de route. Il y a eu une démocratie, il y a eu un grand mouvement de démocratisation. Ces pays, ils ont créé une dynamique régionale qui seule est capable, à l'avenir, de porter une dynamique sociale et une dynamique économique nouvelle. En créant, alors d'abord pour les pays les plus radicaux, c'est-à-dire le Venezuela, Cuba, l'Équateur, la Bolivie, le Nicaragua, plus 3 îles de la Caraïbe, dont j'oublie toujours les noms, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA,
qui est une unité sur la base de la coopération, de l'égalité, du respect des souverainetés nationales, de la complémentarité. Donc c'est pas l'Union européenne, pour prendre un exemple qu'on connaît tous. Et puis en 2012, vous avez la création de l'Union des Nations Sud-Américaines, la UNASUR. C'est la première fois que l'Amérique latine échappe à l'emprise de l'Organisation des États américains, qui a toujours été considérée comme le ministère des colonies des États-Unis. L'UNASUR, c'est sans les États-Unis. Et pour la première fois, vous avez les pays sud-américains qui commencent à se concerter, à travailler entre eux. Et ce sont eux, en 2008, qui sauvent Evo Morales, lors d'une tentative de déstabilisation d'Evo Morales. La situation en Bolivie est extrêmement critique. Evo Morales est en difficulté. Vous avez des villes, Santa Cruz, Sucre, où il ne peut même plus atterrir. Il est interdit de séjour. Et c'est la UNASUR qui écarte l'OEA, qui écarte Washington, et qui dit aux conservateurs boliviens, il est hors de question de renverser Evo Morales. Hors de question. Et c'est eux qui mettent un terme à la crise. Donc ça, c'est la nouvelle Amérique latine. Ce processus UNASUR est aujourd'hui, du fait du retour au pouvoir d'un certain nombre de gouvernements conservateurs, mis en danger, puisque 6 pays viennent de se retirer de l'UNASUR. 6 pays qui sont des pays alliés de Washington. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui d'essayer de casser ce qui a été fait par cette galaxie de présidents progressistes. Et puis en 2011, la création de la CELAC, communauté des États latino-américains et caraïbes, qui regroupe tous les pays du continent, sauf les États-Unis et le Canada. Bon, voilà, on est dans un phénomène d'émancipation. Le premier espoir de développement harmonieux de cette région, c'est effectivement l'unité et l'intégration, qui n'a jamais été possible et là, qui est en voie de formation. Et même en imaginant un retrait, là, à l'heure où nous parlons, l'histoire n'est jamais écrite et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça va reprendre. Là, élection présidentielle dimanche prochain au Venezuela. Élection présidentielle le 27, donc dans 2 semaines, en Colombie. Élection présidentielle, je ne me souviens plus la date, au Mexique, je crois que c'est juillet, au Mexique. Et élection présidentielle au Brésil. Victoire possible en Colombie, dans un contexte difficile, de Gustavo Petro, qui est un candidat de centre-gauche, qui n'est pas un révolutionnaire, mais qui au moins aurait le mérite, s'il gagne, de sauver la paix en Colombie, qui est en danger actuellement. Et qui serait dans une posture beaucoup moins agressive à l'égard de son voisin, le Venezuela. On a au Mexique, alors, je ne suis pas un fanatique des sondages, mais le candidat qui est en tête de tous les sondages au Mexique, c'est aussi un candidat de centre-gauche, qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador, AMLO, et il est évident que s'il l'emportait, là encore, les équilibres géopolitiques en Amérique latine changent complètement. Et puis il y a le Brésil, qui est un cas très particulier, puisque vous savez qu'un coup d'État parlementaire a renversé Dilma Rousseff. Quand on parle de que faudrait-il pour développer l'Amérique latine, encore faudrait-il que cette Amérique latine ne soit pas en permanence en guerre avec les États-Unis, avec le renversement, tentative de coup d'État en 2002 contre Hugo Chavez, déstabilisation économique du Venezuela décembre 2002, janvier 2003, renversement de Jean-Bertrand Aristide en Haïti en 2004, renversement de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, tentative de renversement d'Evo Morales en 2008 en Bolivie, tentative de renversement de Rafael Correa en Équateur le 30 septembre 2010, renversement du président de centre-gauche Fernando Lugo au Paraguay en 2011, et actuellement déstabilisation du Venezuela. Comment voulez-vous mener une politique qui vous permette de réfléchir? Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un ministre vénézuélien qui m'a dit « Attends, mais on est dans une telle situation qu'on n'a plus le temps de s'arrêter pour réfléchir. » Là, on est dans la bataille. On est dans la bagarre. Donc, on n'en est pas à imaginer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça. C'est pas ça. Là, c'est la guerre. C'est une guerre qui est menée par le Nord. Les États-Unis. Et, malheureusement, l'Union européenne. Puisque, vous le savez, le Venezuela est actuellement la victime de sanctions des États-Unis et de sanctions de l'Union européenne. Colombie-Venezuela. Je veux vraiment vous dire 2 mots sur la Colombie-Venezuela. Colombie, la paix est en danger. La paix est en danger. Le problème, c'est quoi? C'est que le début des négociations en Colombie entre les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et le gouvernement, elle a lieu en 2012. Elle a lieu en 2012 en particulier parce qu'il y a un intermédiaire, un interlocuteur qui aide au rapprochement entre les 2 parties, c'est le président Hugo Chavez. La Colombie doit énormément au président Chavez si un jour la paix s'y installe. C'est lui qui convainc les FARC que précisément parce que le contexte latino-américain a changé, que précisément parce qu'il y a une majorité de pays gouvernés par la gauche,
À l'époque, on est, je vous l'ai dit, le Venezuela, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay, le Nicaragua, le Salvador. Ça vaut la peine de négocier, ça vaut la peine de rentrer dans la vie démocratique parce qu'il y a des garanties. Et puis vous avez 4 ans qui passent, 4 ans de négociation. On vous a dit les FARC sont une narco-guérilla, des narco-terroristes. Franchement, j'ai jamais vu dans l'histoire de l'Amérique latine des narcos négocier pendant 4 ans. Pour négocier la réforme agraire, pour négocier la substitution de la coca, pour négocier le programme social. Bon, donc on a une guérilla qui a fait des grosses erreurs, y compris qui a commis des crimes. Les FARC ont commis des crimes, mais qui en même temps a toujours conservé une colonne vertébrale idéologique. Et puis on arrive là aujourd'hui, sauf que le contexte il a changé depuis 2012. Le contexte il a changé. Vous avez, alors Chavez est mort au Venezuela, déjà il y a. Dilma Rousseff a été renversée au Brésil. On a eu l'élection démocratique, là il n'y a rien à dire, de Mauricio Macri en Argentine. Mauricio Macri en ce moment est en train de remettre l'Argentine entre les mains du Fonds monétaire international, dont elle était sortie en 2001 au terme d'une crise qui a été pire que la crise grecque. On avait en Équateur quasiment le démantèlement de ce qu'a fait Rafael Correa par son successeur, de son propre parti politique. Donc là on est dans les incohérences un peu bizarres, qui me paraissent bizarres. Vous avez la déstabilisation du Venezuela. Vous avez l'arrivée à la Maison Blanche, je ne veux pas dire d'un hurluberlu, Donald Trump, enfin qui est extrêmement erratique, donc dangereux. Vous avez l'arrivée au Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'un fou furieux, John Bolton, qui est un ancien de George Bush, néoconservateur comme on les appelait à l'époque, ils sont de retour. Vous avez le secrétaire d'État des États-Unis, donc le ministre Affaires étrangères, c'est Mike Pompeo, c'est l'ancien patron de la CIA. Vous savez, ça c'est un truc marrant. Je ne sais pas si vous êtes russophile ou russophobe. Enfin, on passe le temps à nous prendre la tête avec Poutine qui vient du KGB. On a le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui vient de la CIA. Et rappelez-vous que George Bush, le papa, président des États-Unis, venait aussi de la CIA, avait été patron de la CIA. Bon, voilà, ça rétablit l'équilibre d'une certaine manière. Vous avez le groupe de Lima, donc, qui est un groupe de 12 pays conservateurs qui ont constitué un groupe pour attaquer le Venezuela, pour s'en prendre au Venezuela en relation avec Washington. Vous avez les sanctions de l'Union européenne contre le Venezuela, et vous avez en ce moment en cours le démantèlement de l'UNASUR. On est donc dans un contexte difficile. Et évidemment, la droite colombienne et l'extrême droite colombienne sont en train d'enfoncer le clou et sont en train de saboter les accords de paix. Au moment de l'accord de paix qui a été signé à La Havane, le premier, 7000 guérilleros qui se sont démobilisés, et puis 4000, ce qu'on appelle des miliciens, des membres du Parti communiste clandestin qui se sont démobilisés. Or, la situation est telle, c'est-à-dire que les accords n'ont pas été respectés par le gouvernement colombien. Alors c'est pas nouveau, c'est l'histoire de la Colombie, ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le conflit a duré aussi longtemps, 50 ans. Là où les FARC étaient auparavant, il y a maintenant des groupes de narcotrafiquants, des communautés assiégées par ces acteurs du narcotrafic et qui n'ont pas vu arriver l'État pour occuper les espaces en dispute, les espaces qu'a quitté la guérilla. Une situation critique pour les défenseurs et les défenseuses des droits humains. Le procureur général de Colombie a informé le 2 mai 2018, donc c'est il y a 15 jours, qu'on a comptabilisé plus de 9000 cadavres de victimes du paramilitarisme, c'est-à-dire de l'extrême droite, depuis 2006. Sachant que la Colombie, on estime qu'il y a au minimum 50 000 disparus. Rappelez-vous, c'est plus que l'Argentine. L'Argentine, ça a toujours été le paradigme du terrorisme d'État en Amérique latine. Colombie, c'est pire. L'augmentation des assassinats et des agressions, le premier trimestre 2018, donc là je vous parle de ce trimestre, on en est déjà 73 assassinats de dirigeants communautaires, syndicalistes, etc. 18 assassinats de membres des mouvements sociaux, 14 victimes durant des manifestations, et 11 dont on ne sait pas. Donc ça fait déjà plus de 100. Sachant par ailleurs qu'il y a 40 anciens guérilleros des FARC qui se sont démobilisés, qui ont été assassinés. Un des commandants des FARC qui a signé la paix, qui s'appelle Jesus Santrich, qui est aveugle, il vient d'être arrêté à Bogota, et il est accusé par la justice colombienne et par la Drug Enforcement Administration des États-Unis, et qui demande son extradition, de complot pour envoyer 10 tonnes de cocaïne aux États-Unis. C'est-à-dire, il n'est pas accusé d'avoir envoyé 10 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il est accusé de complot. Alors, dans la justice américaine, quand vous êtes accusé de complot, c'est vachement intéressant, parce qu'il n'y a pas besoin de preuves. Il n'y a pas besoin de preuves pour vous condamner. Il suffit de pouvoir dire que sur quelques éléments circonstanciels, vous avez comploté pour envoyer de la cocaïne aux États-Unis pour être déclaré coupable. De sorte que
n'importe qui, n'importe quel fonctionnaire américain pourrait dire qu'ici on est en train de comploter. Non pas parce qu'on a commis un crime, mais parce que je suis en train de vous pousser à la rébellion, par exemple. Bon. Or, Santrich, il y a 3 semaines, a commencé une grève de la faim. Il est dans un état extrêmement critique. Et l'un des autres commandants de la guérilla, Iván Márquez, celui qui a dirigé la délégation à La Havane pour signer les accords de paix, vient de quitter Bogota en disant « je n'ai aucune garantie si je reste ici ». Et il a annoncé avant-hier que si Santrich meurt, les accords de paix sont finis. Alors je parlais de latino-optimisme, effectivement, je reconnais que c'est pas complètement du latino-optimisme ce que je suis en train de vous raconter, mais en même temps, non, si je suis là, c'est parce qu'il faut rien lâcher. Hein. Attention, il y a un danger immédiat. Là. Il y a un pays en ce moment qui est déstabilisé. Pour ceux d'entre vous qui appartiennent à ma génération, c'est Chili des années 70. C'est Salvador Allende. On peut avoir des appréciations distinctes, diverses sur le Venezuela. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est une agression contre un pays qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une dictature. Les médias essaient de vous balader. Chavez, il est élu le 7 octobre 2012, après 14 ans de pouvoir, avec 55% des voix et 81% de participation. Chavez, il meurt. C'est une perte énorme pour le Venezuela, c'est une perte énorme pour l'Amérique latine. L'opposition vénézuélienne, dont on vous dit qu'elle est démocratique, elle est composée d'une opposition de droite et d'une opposition d'extrême droite. Il faut avoir ça en tête. Et cette opposition de droite, elle est utilisée par l'extrême droite. Quand Chavez meurt, l'opposition se dit « Maduro, c'est pas de Chavez », ce qui est vrai d'ailleurs. Puisqu'on est entre nous, vous arrêtez la caméra, c'est « on va se le faire ». Lui, on va se le faire. Hein, parce que le candidat présidentiel de l'opposition vénézuélienne à la dernière élection où Chavez a gagné, qui s'appelle Enrique Capriles Radonsky, après avoir perdu, il dit « écoutez, j'y peux rien, c'est le casus clair de la politique ». Et c'est pas faux. Mais Maduro, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, et lui, ça n'a pas marché. L'opposition fait des élections municipales qui arrivent en décembre 2013, un plébiscite contre Maduro. Et donc, de coup, ils perdent. Ils perdent parce que le chavisme, le cœur dur du chavisme, a encore Chavez dans le cœur, et donc vote pour le chavisme. Et j'attire votre attention sur le fait que très régulièrement on vous dit le Conseil national électoral vénézuélien n'est pas fiable parce qu'il est entre les mains du pouvoir. Lors de ces élections municipales, l'opposition remporte des capitales d'État, hein, puisque le Venezuela est un État fédéral. Des capitales. Hein. Alors, Barinas, qui est le fief de la famille Chavez, qui symboliquement est un truc extrêmement important. Donc la thèse selon laquelle le Conseil national électoral serait partisan et ne permettrait pas à l'opposition de l'emporter est fausse. Mais il y a une guerre économique contre le Venezuela, il y a une déstabilisation économique du Venezuela. Quand on vous parle des pénuries au Venezuela, de la crise humanitaire au Venezuela, il y a effectivement des difficultés énormes parce que le Venezuela a subi le sort qu'a subi le Chili entre 1970 et 1973. De sorte que, effectivement, la population, qu'elle soit d'opposition ou qu'elle soit chaviste, elle est touchée. Et elle n'en peut plus. Hein. Être vénézuélien aujourd'hui, c'est dur, c'est difficile. Ça explique que lors des législatives de décembre 2015, l'opposition gagne. Alors, preuve, là encore, que le Conseil national électoral, il est béton. Hein. Lorsque l'opposition prend donc le contrôle de l'Assemblée nationale, elle fait prêter serment à 3 députés du département d'Amazonas, sur lequel il y a fraude. C'est-à-dire que le tribunal suprême de justice a dit ces 3 candidats-là, ils ne sont pas élus parce qu'il y a eu des fraudes. Et par défi contre Maduro, pour provoquer le chef de l'État, l'opposition leur fait prêter serment. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 16 janvier 2016, l'Assemblée nationale est hors jeu au Venezuela. C'est pas parce que Maduro a écarté l'Assemblée nationale qui avait gagné l'élection. C'est parce qu'elle est hors jeu, parce qu'elle ne respecte pas la loi et la Constitution. Et le tribunal suprême de justice, elle a toujours dit, et c'est encore vrai aujourd'hui, le jour où l'Assemblée nationale revient sur cette décision de faire prêter serment à 3 députés qui n'ont pas été élus, elle retrouve ses attributions. Lorsque l'opposition prend le contrôle de l'Assemblée nationale, elle fait une deuxième déclaration. Elle dit publiquement, comme je vous parle en ce moment, on se donne 6 mois pour sortir Maduro. C'est-à-dire qu'elle déclare la guerre. Or, souvenez-vous, on est en France, on a eu 2 périodes de cohabitation. Et puis il y a un 3e point, l'opposition vote une loi d'amnistie. Là, c'est l'opposition qui s'auto-amnistie. Elle amnistie ses propres crimes et délits depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez. Accaparement d'aliments ou de boissons de biens qualifiés comme de première nécessité. Ça, c'est le sabotage économique qui est en cours actuellement pour créer des pénuries.
pour que la population se retourne contre Maduro et pour que la communauté internationale à laquelle vous appartenez se dise le Venezuela c'est devenu l'Éthiopie, c'est devenu la Somalie, il y a une crise humanitaire. Enrichissement illicite. Bon, c'est l'opposition démocratique vénézuélienne. Voilà. Évidemment, dans cette crise, on a 2017 avec, pendant 4 mois, une violence insurrectionnelle. Vraiment. Hein, avril, juillet, et vous avez alors là pour le coup l'ensemble des médias qui titrent manifestation au Venezuela, répression des manifestations, 145 morts. C'est pas vrai. C'est pas la répression qui fait 145 morts. Il y a effectivement 145 morts, ils sont déplorables dans tous les cas. Mais les morts, il y en a dans tous les cas, dans tous les camps. Vous avez, alors il y a 10 cas très précis, c'est des bavures policières. Bon, aussi condamnables là-bas que chez nous. Vous avez actuellement 39 policiers et militaires qui sont inculpés pour des bavures policières. Vous avez 500 policiers et gardes nationaux qui ont été blessés. Sur les 500 blessés, il y en a 50 qui sont blessés par balle. Il y a 10 policiers qui sont tués par balle. Et pas dans des manifestations pacifiques. En plus, moi j'y suis allé, hein, j'ai publié sur le site Mémoire des luttes. J'ai vu des accidents, c'est-à-dire ils ont des armes artisanales, l'opposition. Par exemple, vous avez un certain nombre de manifestants qui meurent avec des balles en billes ou en acier. C'est pas la garde nationale qui a des billes en verre. C'est des armes artisanales de l'opposition. Moi j'ai vu, de mes yeux vus, lors d'une attaque d'une base militaire, alors en plus c'est l'opposition démocratique qui attaque des bases militaires, hein, la Carlotte à Caracas, je les ai vus, un type avec un bazooka artisanal, qui tire pour toucher les gardes nationaux, évidemment ça foire, et il se fait engueuler par une foule, parce qu'il a failli les amocher eux-mêmes. Bon. Face à ça, que fait le pouvoir? Donc au bout de 4 mois, les manifestations s'arrêtent parce qu'on n'a pas réussi à renverser Maduro. Et là, vous avez un truc absolument fabuleux qui se passe. Les dirigeants de l'opposition, après avoir dit pendant 4 mois à la foule « Descendez dans la rue, mettez la violence, on va renverser Maduro, le Conseil national électoral n'est pas fiable, hein », et d'un seul coup, comme ils ont raté leur coup, ils disent « Bon, bah, on va aller aux élections des gouverneurs ». Et évidemment, le militant de droite, le sympathisant de droite, il ne comprend plus rien. Et attends, hier, il fallait renverser Maduro, maintenant, il faut aller à l'élection. Et donc, lors de l'élection des gouverneurs, l'opposition perd 3 millions de voix. Et les chavistes gagnent. C'est pas une fraude du chavisme, c'est l'opposition qui s'effondre du fait de l'incohérence de ses dirigeants. Vous avez les sanctions de l'Union européenne, vous avez les sanctions des États-Unis, et elles commencent à toucher sévèrement le Venezuela. On étrangle le pays. Ils veulent la peau de Maduro. Encore, je ne suis pas un latino pessimiste, parce qu'ils se battent là-bas. Hein. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, que je me fais un peu leur porte-voix. En tant que journaliste, hein, je ne suis pas militant. S'il est attaqué par les États-Unis, c'est pas Panama 1989. Vous avez, alors il y a las milicias, les milices. Donc c'est le secteur populaire qui s'entraîne, qui va, c'est la réserve. Il y a 1 million de personnes. C'est des militants. Merci Maurice. Je vais monter un petit peu plus au nord, puisqu'on a vu la Colombie et le Venezuela, et je vais vous amener un petit peu vers l'Amérique centrale, parce que c'est de ça que je peux le mieux parler. Et pour montrer aussi, parce que je pense que c'est une région qui montre bien aussi les fragilités latino-américaines, peut-être aussi des éléments d'optimisme. Bon, il y a quand même toutes ces fragilités en termes de développement, de développement à la fois de la démocratie et de développement économique qui se posent. L'Amérique centrale, c'est intéressant comme région, même si on n'en parle pas beaucoup, sauf pour dire que c'est une région chaude du globe. On a cette image de région chaude, pas simplement pour le climat, pas simplement pour les ouragans qui l'affectent régulièrement, mais aussi politiquement, parce que c'est une région qui est stable depuis pas très longtemps quand même. Le Salvador, le Guatemala sont sortis de dictature, ont signé des accords de paix dans les années 90, donc ça fait 20 ans, c'est pas très loin. Et moi, quand je suis arrivée pour mes premiers terrains de thèse, c'était vraiment les accords de paix venaient d'être signés et ça faisait pas longtemps, donc on était dans une société encore très remuée par tout ça et qui, je pense, l'est encore un petit peu. Donc c'est une région qui est, contrairement à ce que son nom l'indique, pas très centrale, et assez marginale, et c'est une région où on voit bien la fragilité sociale de l'Amérique latine, où on voit bien, et ça on peut le dire sur toute l'Amérique latine, les très fortes inégalités sociales qu'il y a encore et que on a de la peine à résorber. On appelle souvent l'Amérique latine le continent des extrêmes, et c'est vrai que socialement on a des très riches et des populations très pauvres aussi.
Alors c'est vrai que les pourcentages de population sous le seuil de pauvreté n'augmentent plus et ont même tendance à régresser, mais sur des effectifs de population totaux qui augmentent, ça fait quand même une population pauvre qui reste avec des effectifs qui sont importants. L'Amérique centrale aussi compte parmi les pays, alors non seulement les plus pauvres, le Nicaragua, le Honduras avec Haïti, je crois que c'est parmi les plus pauvres de l'Amérique latine, avec la Bolivie aussi, je crois qu'on a les 4 là, donc des populations, des pays qui restent pauvres et des pays où la violence sociale est exacerbée, la violence politique aussi, mais on a des pays dans lesquels on a le taux d'homicide le plus fort au monde, hormis les pays en guerre. Le Salvador et le Honduras ont les taux d'homicide les plus forts. Donc des sociétés qui sont très violentes, et ça c'est le cas de toute la société latino-américaine. Et cette violence, elle se nourrit aussi de ces inégalités sociales, des trafics criminels, de drogue, etc. Vous avez tous entendu parler au Salvador des Maras, par exemple, ces groupes de gangs organisés dans les périphéries urbaines, dans certains quartiers, sur le modèle des gangs américains un petit peu, et qui sont la partie la plus visible de cette violence sociale, avec effectivement des avancées aussi sociales en termes, on en parlait tout à l'heure, de niveau d'éducation par exemple. C'est vrai que les taux d'alphabétisation augmentent, il y a des avancées là-dessus. La démocratie est quand même très fragile dans l'actualité, il y a plusieurs exemples qui nous ramènent à ça. Il y a, par ordre chronologique, le Honduras. En décembre dernier, il y avait des élections, le président Hernandez a été réélu, il y a eu beaucoup de soupçons de fraude électorale, etc. Il y a eu des manifestations très violentes qui ont été violemment réprimées et un nombre de morts assez important. Donc ça fait suite au coup d'État de 2009. Et là, quand on dit, je ne sais plus si c'était Luis ou Maurice qui parlait d'émancipation par rapport aux États-Unis, en Amérique centrale, on n'est pas dans une région justement où on voit bien cette émancipation, parce que là, la position des États-Unis avait été quand même très floue. Obama avait quand même condamné le coup d'État, mais il a fallu un petit moment pour condamner le coup d'État de 2009. Et quand les États-Unis ont eu condamné le coup d'État, pour autant, ils n'ont pas poussé à faire revenir le président Zelaya. Et ils ont dit amen aux nouvelles élections qui étaient organisées par les putschistes. Donc la position des États-Unis, elle est là pour maintenir des États qui soient stables, qui puissent servir leurs intérêts. Il y a pas mal de bases américaines en Amérique centrale, donc on est dans une région qui est encore largement sous coupe américaine. Donc il y a ce cas du Honduras, donc encore assez fragile, peu stable. Le Nicaragua, qui est depuis un mois, ça fait un mois pile que les manifestations ont commencé, c'était le 18 avril, donc avec des manifestations contre le pouvoir d'Ortega, qui sont partis d'une réforme des retraites qui était demandée par le FMI, puisque Ortega est devenu bon élève du FMI. Une réforme des retraites qui a été finalement enlevée par le gouvernement, qui a fait un petit peu marche arrière, mais qui a suscité un mouvement social important et beaucoup de manifestations, notamment des étudiants, donc de la partie jeune de la population. Et on est dans un pays où c'est vrai qu'il y a une opposition qui s'est cristallisée de plus en plus forte à Ortega, l'ancien leader sandiniste et révolutionnaire. Donc c'est quand même difficile de s'opposer à lui, notamment pour toute la partie paysanne. Mais ces dernières années, il y a eu quand même le projet de canal avec des capitaux chinois, etc. Ça a quand même fomenté une opposition assez importante. Le Costa Rica, c'est intéressant, on en parlait aussi tout à l'heure, puisqu'il y a eu des élections, c'était le mois dernier, je crois. Et ces élections, elles ont opposé au deuxième tour 2 candidats qui s'appellent tous les deux Alvarado, donc c'est pas facile de les distinguer, Fabricio Alvarado et Carlos Alvarado,
qui ont opposé donc non pas des partis traditionnels comme on avait avant, mais un parti d'action citoyenne, le PAC, donc avec Carlos Alvarado, donc qui représente un gouvernement assez progressiste. Bon, bon, tous les deux étaient jeunes, j'allais dire il est jeune, mais tous les deux avaient 38-40 ans, les deux candidats. Mais voilà, ancien amateur de rock, etc. Bon, ancien ministre du gouvernement précédent quand même. Mais voilà, on a un centre progressiste qui était opposé à un candidat d'un parti religieux, le Parti de Restauration Nationale, qui a fait campagne sur des positions de valeurs très conservatrices, de respect de la famille, donc contre l'avortement. Alors on disait tout à l'heure, il y a peu de pays en Amérique latine qui ont effectivement légalisé l'avortement, mais ça a été un des grands sujets de la campagne. Le mariage homosexuel également, ça a été un des grands éléments de débat. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que surgissent dans un pays comme le Costa Rica, qui est quand même le pays stable en Amérique centrale, qui est souvent cité en exemple, qui a toujours été démocratique, qui n'a pas d'armée, donc qui offre l'image d'un pays stable politiquement, que dans ce pays stable où la classe moyenne est assez importante par rapport à d'autres pays, où on n'a pas de violence comme dans d'autres pays, on voit l'émergence de ce parti religieux et avec des oppositions donc sociales très fortes. Fabricio Alvarado, donc c'est un pasteur qui représente aussi toute l'avancée des églises évangéliques pentecôtistes en Amérique centrale et dans toute l'Amérique latine. Et c'est pour ça que c'est important aussi de souligner, voilà, parce qu'au deuxième tour d'élection présidentielle, on avait quelqu'un qui surgissait de cette grande mouvance. Et moi qui travaille dans les territoires de marge, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les territoires frontaliers ou les régions un peu marginales, où l'État traditionnellement est peu présent. Il y a peu de services publics, peu d'équipements, peu de routes effectivement, et où les églises sont vraiment là pour appuyer la population, vont construire le réseau d'adduction d'eau, donc elles aident aussi, elles arrivent avec de l'argent qui vient des États-Unis, et donc ça leur donne une influence énorme. Et dans le cas du Costa Rica, j'ai une amie à l'université du Costa Rica qui a fait des cartes sur le vote, justement, la géographie du vote au Costa Rica. Le centre, la région centrale du Costa Rica, de San José et des provinces centrales, donc autour de la capitale, ont voté pour le candidat qui a finalement été élu, mais le candidat progressiste, disons, et que ce sont les régions frontalières, les régions littorales, un petit peu loin du centre du pays, qui se sentent abandonnées, qui ont voté en majorité pour le candidat évangélique. Donc voilà, c'est aussi en termes territoriaux, c'est intéressant de voir que on a en Amérique latine des contrastes qui sont sociaux, qui sont économiques, mais qui sont aussi territoriaux. Bon, je ne parlerai pas du Panama, c'est un peu plus lointain, mais les Panama Papers montrent le type d'économie aussi du Panama. Tout ça, ça interroge aussi sur les modèles de développement. Moi, c'est quelque chose sur lesquels je travaille parce qu'on le voit se développer dans les régions marginales, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme. Donc qui serait, si on veut donner une définition, une intensification d'une exploitation industrielle, une exploitation massive des ressources naturelles, donc ressources du sous-sol, ressources, donc les mines, les hydrocarbures, notamment les mines à ciel ouvert, les ressources du sol, c'est la terre aussi. Dans l'extractivisme, il y a Eduardo Gudinas, un latino-américain qui a beaucoup travaillé sur l'extractivisme, c'est le plus connu, qui dans l'extractivisme, lui, englobe aussi tout ce qui est monoculture, donc développement des grandes plantations de soja, mais aussi en Amérique centrale de palmes, donc palmes africaines, ananas aussi. Bon, voilà, quand vous voyez comment l'ananas est cultivé au Costa Rica, qui se donne l'image d'un pays vert, vous n'achetez plus d'ananas. Et donc, voilà, ça interroge ces modèles d'extractivisme. C'est l'eau aussi, c'est les barrages, c'est la question des barrages. Alors,
ce sont des modèles qu'on peut discuter. On parle aujourd'hui de néo-extractivisme, qui serait un modèle où l'État, on parlait tout à l'heure de l'État intervient dans ce modèle d'extraction des ressources naturelles, donc, parce que les États y voient aussi une manière d'enrichir leur pays, de faire rentrer des devises, d'avoir une balance commerciale qui va s'améliorer, etc. Donc, et notamment le Costa Rica, on peut revenir à ce pays parce que ça peut être très discuté, qui donne l'image d'un pays vert, et c'est vrai qu'il promeut beaucoup, vous l'avez peut-être entendu parler, qu'il a pratiquement 100% de son énergie produit à partir d'énergie propre. En 2016, il y a eu plusieurs mois où le Costa Rica a produit 100% d'énergie propre, produit et utilisé surtout, donc de l'énergie propre, et à côté de ça, donc par beaucoup l'hydroélectricité, un petit peu la géothermie, un petit peu l'éolien, mais beaucoup l'hydroélectricité, donc ça suppose de construire des barrages, et cette question des barrages, elle est aujourd'hui beaucoup mise en débat, voilà, dans le cadre plus général des méga-projets extractifs en Amérique latine, qui mobilisent aujourd'hui aussi les populations locales. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les mobilisations des populations locales, notamment des communautés indigènes dont les territoires sont impactés par des projets de mines à ciel ouvert, de développement des monocultures, etc. En Honduras, un projet de barrage qui a été arrêté. Alors, bon, l'entreprise, qui était une entreprise chinoise, la plus grosse entreprise de construction de barrages Sino-Hydro, qui a dit que finalement elle avait réalisé les impacts sociaux et environnementaux du projet. En fait, c'est parce qu'ils ont perdu, à la suite de la médiatisation justement des mobilisations, ils ont perdu 2 investisseurs importants, qui étaient la coopération hollandaise et une autre coopération d'Europe du Nord, je ne me rappelle plus laquelle. Donc voilà, qui devait donner de l'argent au projet, et c'est aussi pour ça que le projet est en sommeil. Mais il y a beaucoup de projets qui aujourd'hui sont en cours. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi les mobilisations, comment elles peuvent aujourd'hui acquérir une dimension transnationale, comment on les médiatise et par quel biais aussi aujourd'hui elles peuvent, quel registre d'action elles ont, ces populations, pour essayer de se faire entendre, les recours juridiques, les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que l'Institut de sécurité sociale au Nicaragua est un seul coup en déficit? Parce que depuis l'arrivée au pouvoir en 2006 du Front sandiniste de libération nationale, on a doublé le nombre des pensionnés, des gens qui ont des retraites, qui sont passés de 450 000 à quasiment 1 million. Donc évidemment, déjà, c'est un poids énorme. Parce que le gouvernement sandiniste a attribué, je crois que c'est 40 000 ou 50 000 retraites à des gens qui n'en avaient pas parce qu'ils avaient participé à la guerre et qu'ils n'avaient jamais cotisé. Parce qu'on a attribué des retraites réduites à toute une population qui n'avait pas cotisé. Donc effectivement, on se retrouve avec un institut de sécurité sociale qui est en déficit. Et donc on a une consultation au Nicaragua dans laquelle le Fonds monétaire international est consultatif. C'est-à-dire qu'on a une négociation entre le pouvoir, Ortega, entre les syndicats de travailleurs et entre le patronat, le COSEP, Conseil supérieur de l'entreprise privée. Et le Fonds monétaire international propose les mesures que je ne vais pas vous détailler, mais qui sont on taille à la hache. On taille à la hache. On augmente le nombre d'années de cotisation, on fait passer l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, on supprime les retraites qui ont été inventées pour les anciens combattants, on supprime... Et Ortega refuse. Et donc il fait passer une loi intermédiaire. Il essaie de trouver le chemin. Parce qu'évidemment, les syndicats de travailleurs refusent aussi. Mais le patronat accepte, lui. Le patronat applaudit de demain les préconisations du Fonds monétaire international. Et donc Ortega, dans la mesure qu'il prend, il augmente les cotisations des travailleurs de 0,75%. Il augmente les cotisations du patronat de 2,35%, donc beaucoup plus. Et là, il fait ce qu'on va appeler la connerie, l'erreur. Il réduit les retraites des retraités de 5%. C'est la contribution sociale généralisée que nous appliquait Macron. Et donc, évidemment,
évidemment, les retraités descendent dans la rue, et puis ils se trouvent des alliés, et puis il y a des manifestations qui sont extrêmement importantes. Mais ceux qui, les premiers, sonnent le tocsin pour organiser la manifestation et demandent le départ d'Ortega, c'est le patronat. Parce qu'au bout de 3 jours, Ortega, il comprend qu'il a fait une cagade, et il retire la loi. Il retire la loi et il appelle au dialogue. Et les manifestations continuent, parce que d'un seul coup, elles s'insèrent dans cette grande guerre continentale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le moment de faire tomber Ortega. Ortega, dans mon hit parade des présidents que j'aime ou que j'aime pas, il n'est pas en haut. Hein. C'est pas le prototype du président, mais en même temps, il a passé, c'est vrai, vous avez raison, il a passé en 2006, lorsqu'ils ont repris le pouvoir, ils ont gagné avec une marge étroite. Donc pour assurer la stabilité du pays, ils ont passé un accord avec le patronat. Et là, le patronat, d'un seul coup, se rebelle contre Ortega. De même, c'est ce qui s'est passé au Brésil, parce que Lula aussi, la politique de Lula, ça a été quoi? Qui a profité le plus au Brésil des politiques de Lula? C'est les plus pauvres et les plus riches. Parce que Lula avait passé un accord aussi avec l'entrepreneur, et ça a fonctionné tant qu'on n'a pas eu d'un seul coup une contraction de l'économie qui fait que du fait de la diminution des ressources, le patronat a plus voulu partager. Et il a dit maintenant il faut sacrifier les programmes sociaux. C'est ce qui s'est passé au Nicaragua. Et comme au Nicaragua vous avez une opposition d'un seul coup qui est complètement... et les manifestations, on a le même phénomène que celui que je vous ai décrit pour le Venezuela. Il y a sans doute eu 45 morts, il y a eu une répression qui a été dure. Sans doute trop dure, il y a eu des bavures. La crise qui a eu des causes légitimes. Que les retraités descendent dans la rue parce qu'on leur pique 5% de leur truc, c'est complètement légitime. Elle est récupérée par les gens qui veulent sortir Ortega du pouvoir. Parce qu'une partie de l'opposition à Ortega, qui est une opposition sur une base politique, c'est-à-dire qu'à un moment, le Front Sandiniste, donc, qui était le mouvement révolutionnaire qui a renversé la dictature de Somoza, perd les élections en 90, et puis on est en 89, après la chute du mur de Berlin, la mort du communisme, et donc le Front Sandiniste se casse en deux. Vous avez d'une part ceux qui, ayant perdu les élections, disent il faut qu'on continue sur une base relativement radicale, je dis bien relativement radicale, et vous avez ceux qui disent tout ça c'est fini, maintenant il faut être sociaux-démocrate. C'est un conflit politique qui les sépare. Et si vous voulez, ce conflit politique, il se voit augmenter au Nicaragua d'une haine de frères ennemis. C'est-à-dire qu'ils se sont battus ensemble contre la dictature de Somoza, ils se sont séparés sur des concepts politiques, et donc ils se haïssent. Et il se trouve que la partie qui est Ortega, qu'on appelle bien souvent les rénovateurs sandinistes, sont ceux qui ont conservé d'excellentes relations avec les pays occidentaux. Moi j'ai travaillé sur le Nicaragua à l'époque de la guerre révolutionnaire, donc j'ai des anciennes connaissances dans les deux camps. Mais globalement, ceux qui ont conservé le plus de contact avec nous, c'est ceux qu'on présente comme les sandinistes, parce qu'ils ont pris le chemin social-démocrate, et donc se sont rapprochés des vieilles social-démocraties européennes. Donc c'est ceux qui jouissent de la sympathie. Et donc c'est leur vision qui passe chez nous. C'est pas à nous, les Européens, de filer des leçons aux Latino-Américains, dans la mesure où nous sommes complètement impliqués dans ces affaires. C'est pas les Latinos seuls qui décident qu'ils vont extraire du pétrole. Moi je suis venu en bagnole depuis Nîmes, c'était pas une voiture à pédale. Il y a eu un exemple qui est vraiment très très intéressant. C'est l'Équateur avec la décision de Correa, le projet de Correa sur le parc Yasuni. Le parc Yasuni en Équateur, c'est une zone de 928 000 hectares, en pleine forêt amazonienne, dans une zone sensible, une zone protégée, une réserve de la biosphère et de la biodiversité. Et en 2007, Rafael Correa, qui est au pouvoir, dit écoutez, voilà, je propose à la communauté internationale de donner 3,6 milliards de dollars en Équateur, et en échange, nous n'exploitons pas le pétrole de Yasuni. C'est-à-dire que si vous apportez votre contribution de pays du Nord, nous, on ne touche pas à la biodiversité, etc. Alors tout ça, c'était bien, c'était super, sauf que Correa, il a obtenu 13 millions de dollars. Il aurait fallu 3,6 milliards pour éponger ce qu'aurait gagné l'Équateur. Il a eu 13 millions de dollars de dépôts concrets et 115 millions en promesses. Et évidemment, alors donc vous avez les protestations des écologistes. Moi je me considère comme éco-socialiste en plus. Là je suis en train de tenir un discours contre nature par rapport à mes convictions profondes. Mais en même temps, on peut pas être des écologistes rêveurs. Il y a un moment, on ne peut pas demander à ces pays de cesser l'exploitation si nous, pays du Nord, on ne décide pas qu'on va mettre la main à la pâte. Le lithium en Bolivie, c'est le problème. Alors, il ne faut plus de pétrole. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas de bagnole, mais je trouve toujours un couillon pour m'amener. En ce moment, le grand truc, c'est la voiture électrique. Pour
faire marcher une voiture électrique, il faut une batterie qui utilise du lithium. Le lithium, il y a 3 pays en Amérique latine qui sont les 3 principaux producteurs, les 3 seuls producteurs d'ailleurs, c'est le Chili, c'est la Bolivie et c'est l'Argentine. Et donc Evo Morales a refusé la proposition de Bolloré, que Bolloré voulait exploiter le lithium bolivien. Evo Morales a refusé en disant on va nous l'exploiter nationalement. Mais en même temps, il a déjà contre lui un certain nombre d'environnementalistes, écologistes qui appuient ouais Evo Morales, salaud, le peuple aura ta peau parce que tu... Attendez, il faudrait savoir, soit on veut... Alors c'est là aussi, c'est à nous de réfléchir sur le mode de développement. On ne va pas arrêter l'extractivisme du jour au lendemain. Et c'est injuste d'accuser les gouvernements latinos d'extractivisme, alors même que, même en réduisant la consommation et en généralisant le recyclage, les besoins mondiaux en ressources minières, c'est-à-dire en acier, en aluminium, en inox, en titane, en laiton, en étain, en cuivre, ne peuvent pas et ne vont pas s'interrompre du jour au lendemain. Alors c'est ces pays qui les ont. Les populations indigènes qui protestent contre la construction des barrages hydroélectriques le font à partir de leur ordinateur. C'est ça, les contradictions. Souvent, c'est pas eux qui en profitent de l'électricité. Non, mais dans les pays dont nous parlons, si vous prenez le Venezuela, dans les populations indigènes, maintenant, il y a l'électricité. Il y a des vraies contradictions. Le coltan, par exemple, que le Venezuela est en train de mettre en exploitation, c'est aussi précieux que l'or. Bon, le Venezuela, dont Nicolas Maduro est attaqué à mort là-dessus, disant il va exploiter le coltan dans l'arc minier de l'Orénoque, c'est scandaleux, il va le mettre à feu et à sang. Actuellement, le pays qui est le premier producteur de coltan, c'est la République démocratique du Congo, dans lequel il est exploité avec des enfants esclaves, dans lequel il est exploité dans des conditions absolument infrahumaines. Et au Venezuela, où l'État encadre la mise en exploitation du coltan, je peux vous assurer, parce que j'ai passé 3 semaines à travailler sur ce thème, qu'il y a un encadrement précis, qu'il va y avoir des multinationales, mais avec un encadrement de l'État. Pour le moment, je ne vois personne qui fasse des propositions. Parce que c'est gentil de dire, le mode de développement, ils n'ont pas changé le mode de développement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toute une zone qui a changé son modèle de production, c'est l'Amérique centrale et la sud du Mexique avec les maquiladoras. Les maquilas, les usines de sous-traitance. Les employeurs ont ainsi toute latitude pour imposer à la main-d'œuvre en grande majorité féminine des semaines de 60 à 70 heures quand ce n'est pas davantage et des salaires de famine. Des conséquences énormes, parce que si on prend le Mexique, vous avez des millions de personnes qui sont montées au nord du Mexique pour travailler dans ces maquiladoras, sur la frontière. Et puis quand les patrons des maquiladoras, ou les donneurs d'ordre aux États-Unis, parce qu'en fait c'est des entreprises qui étaient soit asiatiques, soit états-uniennes, ont découvert que finalement la main-d'œuvre était moins chère en Chine, ou en Bangladesh, ou au Vietnam. Ils ont délocalisé les maquiladoras. Et tous ces travailleurs qui s'étaient massés sur la frontière du Mexique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés aux États-Unis. Et maintenant Trump il veut construire un mur. Si vous prenez l'UNASUR, ils n'ont pas des... Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui ont été faites d'ailleurs, mais ils n'ont pas des économies complémentaires. Y compris, il y a eu une période en Amérique centrale où il y avait des économies complémentaires. C'était le Salvador qui était beaucoup plus industrialisé que le Honduras, et ça s'est terminé par une guerre. On a appelé la guerre du football en 1969. Cherchons des pistes. Qu'est-ce qu'on propose? Éventuellement, nous aussi, en coopération avec eux, parce qu'on a des chercheurs, des économistes, capables de réfléchir avec les latinos, la gauche latino-américaine, qui arrive à la fin des années 90. Elle arrive en pleine mondialisation. Elle modifie ses alliances, il y a des alliances avec la Chine, il y a des alliances avec le Venezuela. La Chine est devenue l'un des partenaires principaux de l'Amérique latine. Je crois même que c'est le premier partenaire du Brésil, mais peut-être que je me trompe. Alors, on peut considérer que c'est une nouvelle forme d'impérialisme. Il y a quand même une grande différence entre la Chine et les États-Unis. C'est que la Chine, elle fait du business avec tout le monde. La droite, la gauche, le centre, elle s'en fout. Et qu'en Amérique latine en particulier, où les États encadrent les activités, elle peut pas se livrer aux activités de prédation auxquelles elle se livre en Afrique. L'Union européenne est néolibérale, dans sa forme actuelle. Donc on a, pour reprendre des images, mais au moins ça a l'avantage de parler, il y a l'Empire, c'est les États-Unis, et l'Union européenne est un sous-empire. Si vous prenez le côte sud de l'Amérique latine, il y a plus de multinationales européennes que de multinationales états-uniennes. C'est-à-dire qu'on est impliqué dans l'exploitation de l'Amérique latine. Donc, je vais vous faire une réponse qui va vous hérisser les cheveux sur la tête. Dire tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu, nous, déjà ici de l'intérieur,
sur l'Union européenne, comment elle fonctionne, qui elle est et qui elle représente, c'est pas la peine d'attendre qu'elle ait une action positive par rapport à l'Amérique latine. Elle est complice des États-Unis. Lorsqu'aujourd'hui l'Union européenne prend des sanctions contre le Venezuela, elle est complice des États-Unis. Mais les Européens sont en train de se rendre compte que les sanctions sur lesquelles ils n'ont jamais rien dit, parce qu'après tout ils s'en foutent, c'est Cuba, c'est le Venezuela, c'est le blocus à Cuba, etc. Avec l'Iran, ça va affecter leur économie. Donc là, on est dans un moment crucial. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que les Européens vont avoir j'allais employer un terme grossier, le courage de dire non à l'Empire? Parce que c'est ça, hein. C'est ça. Et y compris, pourquoi pas, passer une alliance avec l'Amérique latine pour refuser l'unilatéralisme. Est-ce que le summum de la démocratie, c'est l'alternance? De mon point de vue, c'est non. Parce que si l'alternance, c'est je suis la gauche, j'arrive au pouvoir, je prends des réformes, je passe le relais à la droite qui détruit mes réformes, et puis je reviens 5 ans après, je refais des réformes, et puis ils reviennent 5 ans. Honnêtement, il faut une permanence au pouvoir. Et Chavez dit, alors pour citer Chavez, il disait il nous faut 25 ans là, pour changer le pays. Il l'a dit, hein. Il n'a pas dit on va changer le pays en 3 ans. Et c'est vrai pour tous. Non, là il y a une difficulté particulière pour tous ces gouvernements dont on a parlé. Je vais prendre un exemple. Lorsque Salvador Allende est arrivé au pouvoir en 1970, le Parti socialiste existait depuis 1934. Il avait une histoire, il avait des cadres, il avait des écoles de formation, il avait des militants, etc., etc. Tous les présidents dont nous parlons, ils arrivent au pouvoir, c'est des outsiders. Ils n'ont pas de parti. Ils n'ont pas de parti. Hein, Chavez, il arrive, c'est Chavez. Voilà, point. Evo Morales, c'est un ancien syndicaliste. Ça a 2 conséquences. La première conséquence, c'est qu'il manque de cadres, tous. Et on le sent. Il manque de cadres. La deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, il y a des révolutionnaires sincères, des réformateurs honnêtes, il y a des gens qui veulent changer le pays, et puis il y a des petits malins, des opportunistes, qui se disent c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être. Si je prends un exemple idiot, hein, c'est Macron qui va au cabinet de Hollande. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ensuite, qui vole de ses propres ailes. Et effectivement, vous avez dans l'entourage de tous ces présidents des gens qui ne sont pas des révolutionnaires, des gens qui ne sont pas des convaincus, et y compris parfois des gens qui vont devenir des corrompus. Parce que l'un des vrais problèmes de l'Amérique latine, effectivement, c'est la corruption. Hein. Surtout dans cette période où il y a eu une hausse phénoménale des prix des matières premières, donc il y a beaucoup d'argent qui est rentré partout. Et là, il y a eu, effectivement, ce sont des gouvernements qui n'ont pas pris la mesure sur le coup de l'importance de la corruption. Et ça, évidemment, ça use dans la mesure où la population, la plus modeste, s'en rend compte. Et d'un seul coup dit, mais même eux, c'est des corrompus. Hein. Donc là, oui, là, il y a une véritable usure. Il y a une usure de pouvoir. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps de pouvoir, je veux dire, il y a aussi une routine qui s'installe. Vous avez des gens qui s'installent dans leur... On le voit, je reprends le Venezuela parce que c'est flagrant. Hein. Il y a, le mouvement populaire a été poussé par Chavez. Et on voit ce pouvoir populaire, il est en contradiction permanente avec les cadres gouvernementaux, avec les ministres, avec les maires, avec les députés. Hein, par exemple, le rêve de Chavez, la commune, hein, les conseils communaux. Mais évidemment, donner du pouvoir à ces conseils communaux, ça fâche les maires. Parce que les maires, ils ont été élus maires, ils n'ont pas envie d'avoir en concurrence la base sociale qui leur dit d'un seul coup, oui, non, c'est pas ça qu'il faut faire, nous on demande des crédits pour refaire l'école ici, parce que c'est la priorité, etc. Donc ça fait partie des contradictions et des faits qu'effectivement, à un moment, il y a des frictions entre la base et puis le sommet. Et entre un gouvernement de gauche pas parfait et une droite dont elle sait ce qu'elle va faire, pour moi, le choix, il est évident. Mais en même temps, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif devant un pouvoir qui, à certains moments, dérive. Mais ça, c'est la vie démocratique. Hein. Tous ces processus révolutionnaires, ils se font avec des êtres humains. Evo Morales, quand il est arrivé au pouvoir, donc il a nationalisé les hydrocarbures. Et ce qu'il a fait, c'est utiliser cet argent, l'argent qu'on a récupéré, pour distribuer pour l'éducation, la santé, etc. Les routes, il a énormément investi sur les routes parce que la Bolivie est un pays très isolé, des zones très isolées, donc il a fait ça. Et les peuples, les mouvements sociaux qui sont avec lui disent il y a un plan de développement qui ne va pas se faire en 4 ans ou en 10 ans. Il faut
au moins 25 ans. Donc qui c'est qui va garantir la transformation réelle du pays? C'est, dans ces cas-là, Evo Morales. Et il a tout pour représenter le peuple. Ben, évidemment, nous, on souhaiterait que ce soit qu'il y ait un autre dirigeant qui change, c'est vrai. Mais le peuple le souhaite. Hein. Il ne voulait pas se représenter, lui. Il ne voulait pas se représenter. C'est les mouvements sociaux qui l'ont obligé à accepter. Et il a accepté il y a 1 an. Les gouvernements ont sorti des millions de personnes de la pauvreté, et qui donc intègrent, d'une certaine manière, par le bas, la classe moyenne. Mais qui, intégrant la classe moyenne, ont d'autres revendications que celles qu'ils avaient quand ils étaient pauvres. En particulier ce qui s'est passé au Brésil, quand il y a eu des manifestations contre Dilma Rousseff, parce qu'il y a eu des manifestations contre Dilma Rousseff avant que ça soit instrumentalisé pour la renverser, c'est-à-dire des gens qui auparavant étaient pauvres, d'un seul coup réclament des services publics qui marchent bien. Et ça n'avait pas été la priorité, puisque la priorité c'était de sortir les gens de la pauvreté. Et puis vous avez une partie de cette nouvelle classe moyenne qui d'un seul coup, étant sortie de la misère, commence à s'identifier aux plus riches. Et d'un seul coup abandonne l'idéal de changement et abandonne des gouvernements qui sont toujours préoccupés par les plus pauvres. Donc vous avez une partie effectivement qui auparavant votait pour un Lula, pour un Evo Morales, pour un Chavez, pour un Maduro, qui commence à voter pour l'opposition, dont ils ont le sentiment qu'elle représente plus leurs nouveaux intérêts. Voilà. Et ça participe de l'usure d'un processus dans la durée. Les programmes de ces gouvernements, qu'on va appeler progressistes en direction des plus pauvres, n'ont pas appauvri la classe moyenne. Il y a un lavage de cerveau de ces classes qui ont, comme dit Maurice, qui ont monté de niveau. C'est la presse, la radio, la télé qui travaillent énormément sur ça. La pauvreté dans les villes et dans les bidonvilles et toutes les périphéries urbaines, on oublie que la pauvreté la plus extrême et la plus grande, elle est dans les campagnes, effectivement. Et en Amérique latine, bon, on a le modèle qu'on connaît tous, qui est le modèle historique de latifundio, minifundio et de concentration de la terre. Et il y a eu des initiatives de réforme urbaine, de redistribution, alors avec des succès plus ou moins importants. Le Mexique a été pionnier, est revenu depuis le milieu des années 90 sur le système des ejidos, un peu poussé par les États-Unis, puisqu'il y a une partie des ejidos qui ont été démantelés et qui sont maintenant privatisés. Enfin, tout ce système-là est très complexe aujourd'hui au Mexique. Et l'extension des monocultures aujourd'hui, va encore dans le sens d'une concentration de la terre, et c'est difficile de lutter contre. Au Costa Rica, il y a une municipalité qui, l'année dernière, une municipalité du nord du pays, qui est frontalière avec le Nicaragua, qui a pris une décision. Le conseil municipal du canton a décidé d'instaurer un moratoire sur l'extension des cultures d'ananas pour essayer d'interdire l'extension. Et la décision a été cassée par le tribunal de San José en disant que c'était pas légal et qu'il fallait laisser les monocultures s'étendre. Donc. Le Mexique, c'est l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain 1994. Depuis la signature de cet accord, qui a été précédé du démantèlement des ejidos, ce que vous disiez, Lucie, précisément pour permettre de chasser les paysans, l'agriculture mexicaine a perdu 2 millions de paysans. Pourquoi ? Parce que cet accord a permis aux États-Unis d'exporter du maïs au Mexique à des prix défiant toute concurrence, et ils ont tué les paysans mexicains. Ces paysans mexicains, vous les retrouvez aujourd'hui sur la frontière. Vous les retrouvez aussi en train de cultiver pas de la coca au Mexique, mais c'est le pavot, dans le Guerrero en particulier. Et là, pour le coup, ça a été des décisions politiques d'un modèle néolibéral, pur et dur. C'est là aussi qu'on se rend compte à quel point c'est injuste pour les plus pauvres au Mexique. C'est que d'un seul coup, vous avez un autre président aux États-Unis qui dit maintenant on va être protectionniste. C'est-à-dire qu'on vous a poussé dans cette direction, vous avez paumé 2 millions de paysans, et puis maintenant, non, on arrête, parce que ça ne nous arrange plus. Donc là, il y a une immoralité internationale dans les relations Nord-Sud, qui se font au détriment de l'Amérique latine, et d'où la nécessité qui compte parfaitement compris les latinos de s'unir. L'UNASUR, la CELAC, c'est aussi ça le but, l'objectif. Et c'est pas parce qu'il y a un recul aujourd'hui que c'est perdu pour demain.
quand Evo Morales a tenté de faire une réforme agraire, c'est là qu'ont commencé les mouvements de séparation, le séparatisme régional. Et vraiment, c'était une réponse extrêmement dure de la part des latifundistes et qui ont poussé toute la région à dire non, nous on se sépare de la Bolivie. La réforme agraire dans la partie de Santa Cruz n'a pas été possible. Mais l'Amérique centrale, c'est la partie la moins urbanisée. On arrive maintenant vers 50% de population urbaine. Par contre, le reste de l'Amérique latine, c'est un continent du Sud, mais qui est traditionnellement urbain. Donc on a des pourcentages de population urbaine qui sont souvent assez forts. Le Venezuela, je crois que c'est un des pourcentages les plus forts. On est à 90% population urbaine. Et c'est traditionnellement, l'Amérique latine, elle s'est construite aussi par les villes. Enfin, on dit souvent que l'Amérique, elle est latine par les villes. Au Venezuela, il reste 4% d'agriculteurs, de paysans. Puisque, en réalité, du fait d'un double phénomène au Venezuela dans les années 50, 60, 70, à la fois la mainmise des grands propriétaires sur la terre, et puis l'argent du pétrole qui arrivait dans les villes, vous avez des paysans sans terre, des paysans avec peu de terre qui sont partis, qui sont maintenant dans les villes, et qui ont construit les ceintures de misère autour de Caracas. Ça explique la difficulté de mener une réforme agraire, une culture paysanne. Et lorsque Chavez a lancé la réforme agraire, il manquait de cadres. Tout simplement, lorsqu'il a formé des coopératives, et il fallait quasiment tout réinventer. Avant l'arrivée de Chavez, le Venezuela importait 70% de son alimentation, ce qui pour un pays agricole est une aberration. La production agricole a augmenté, mais comme pendant ces 20 années, la pauvreté a diminué et que les gens ont consommé davantage, la consommation a augmenté de sorte que l'augmentation de la production n'a pas rattrapé l'augmentation de la consommation. Et donc le Venezuela se retrouve toujours confronté au même dilemme. Dans le cadre de la réforme agraire vénézuélienne, il y a 120 paysans qui mettaient en œuvre la réforme agraire qui ont été assassinés par les grands propriétaires. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un homme fort au pouvoir qui veut faire des réformes, qui lance les réformes, etc., qu'il n'y a pas des résistances dans les campagnes, avec les classes traditionnelles enracinées dans les régions. Quand il y a résistance en partie de la droite et des classes de droite traditionnelles et des oligarchiques, c'est une violence extrême. Evo Morales, en 2008, à l'époque dont parle Luis, il était interdit de séjour dans ce qu'on appelle la Media Luna. Il ne pouvait pas atterrir sur les aéroports, il était président de la République. L'importation des aliments, c'est pas les légumes, c'est pas les fruits, c'est pas les choses dont les gens ont besoin, c'est le blé pour le pain, puisque le Vénézuélien, qui a toujours été tourné vers les États-Unis, est un des rares pays d'Amérique latine qui mange du pain. Donc il faut importer du blé, c'est l'importation de l'orge pour la bière, et c'est l'importation des produits transformés. Tous ces pays importent depuis les États-Unis et l'Union Européenne des produits Danone. Vous allez dans le supermarché là-bas, dans n'importe quel pays, vous avez Danone, vous avez Bonduelle, vous avez tous nos produits. Par exemple, la responsabilité, elle est où? C'est le secteur privé. Le secteur privé n'innove pas au Venezuela. Il ne bâtit pas, il ne fait rien. Sa seule tâche, c'est de récupérer l'argent du pétrole. De sorte qu'effectivement, il y a la place pour des industries agroalimentaires régionales, mais pour le moment, c'est pas encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. La boîte qui monopolise ce genre de produits au Venezuela s'appelle Polar. C'est Polar, elle distribue 42 produits de conserve, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'ensemble de la population, c'est pas encore suffisant. Le développement de la petite paysannerie, c'est un enjeu majeur. Les traités de libre commerce qui ont été signés, notamment avec les États-Unis, n'aident pas du tout à ça, parce que, comme Maurice l'a dit tout à l'heure, par exemple pour le Mexique ou pour l'Amérique centrale, ça va faire rentrer du maïs importé pas cher, que les paysans nationaux n'arrivaient pas à concurrencer. Et puis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les consommations changent, et on parle du maïs, mais par exemple, peut-être moins en Amérique du Sud, mais au Mexique, en Amérique centrale, aujourd'hui, les tortillas de maïs, ça fait un peu pauvre, et les classes moyennes supérieures se sont mis aux tortillas de blé. Et on a toujours le choix, et les tortillas de blé, le blé il est importé, donc il y a des modes de consommation, aussi des sodas, c'est pas qu'il y ait vraiment de la sous-nutrition, il y en a dans quelques parties rurales de la sous-nutrition en Amérique latine, mais c'est surtout de la malnutrition, et les gens consomment beaucoup de produits transformés, et donc il y avait une éducation alimentaire à faire pour que les gens consomment les produits locaux. Les politiques qui ont été mises en œuvre, c'est l'agroexportation, donc c'est touche en particulier le Brésil, l'Argentine avec le soja, avec la viande, la Bolivie aussi. Et évidemment, pour avoir
des entreprises extensives d'agroexportation, il faut chasser les petits paysans. Hein. Or, effectivement, l'une des pistes de résolution du problème, c'est favoriser la petite paysannerie et arrêter avec les traités de libre commerce, parce qu'on retombe sur les mêmes affaires. Hein. On retombe sur l'ALENA, on retombe sur les traités de l'Union européenne, même si aujourd'hui l'Union européenne, par exemple, est très réticente, ne veut pas signer d'accord avec le Mercosur, parce que l'invasion de l'Europe par la viande argentine serait aussi un problème par rapport à nos paysans, à nous. La souveraineté alimentaire. Et il faut rappeler que Chavez et Evo Morales voulaient aller dans cette direction-là. Les systèmes d'agroexportation qui étaient déjà en place n'ont pas permis ça. C'est-à-dire aller vers une production locale, des productions des petits producteurs, etc. L'autre dimension, c'est l'urbanisation, et la hyper-urbanisation. Pour parler de la Bolivie, La Paz, c'était une ville qui avait à peu près 700 000 habitants. Aujourd'hui, la partie de La Paz même, hein, dans cette cuvette qui est La Paz, il y a 1 million d'habitants. La partie haute de la ville, il y avait à peu près 10 000 habitants. Et dans la partie haute, il y a 1 200 000. Et c'est qui ces migrants? C'est les anciens paysans de la partie au plateau. Le Venezuela, c'est pas un pays qui a une tradition agricole, sauf le café qui était dans les années 1910, qui se développe de manière importante. C'est un pays plutôt élevage. Et Chavez a eu énormément de mal à mettre en place des programmes de production agricole. Parce que souvent dans les régions, en tout cas dans les régions où j'ai travaillé, les gens ne pouvaient pas passer de la catégorie d'éleveurs à la catégorie agriculteur. Tous les trois, on était d'accord sur l'importance de l'éducation, l'importance vraiment de développer des systèmes éducatifs solides, de qualité dans tous les pays latino-américains, comme une façon vraiment de donner au peuple, à la majorité des pays, des classes populaires, la possibilité vraiment d'avoir une action de fond sur le développement de leur société, dans cette perspective de mieux vivre ensemble, comme dit la Constitution bolivienne. Une vraie réforme sociale en France par une gauche qui sera arrivée au pouvoir. Vous allez voir les macronistes, la droite et tout ça dans la rue. Hein, donc il faut le savoir. Et d'une certaine manière, je dirais que l'Amérique latine, elle nous alerte, elle nous apprend, mais elle nous montre aussi qu'on peut résister. Hein. Et dans n'importe quel autre pays, Maduro il serait tombé. Et au Venezuela, c'est parce qu'il y a encore un bloc d'environ 30% hein, de gens qui ont été politisés par Chavez que ça tient. Depuis le coup d'État d'avril 2002 jusqu'à l'élection de Maduro et aujourd'hui, ça n'a jamais cessé. Et lâchez pas le Venezuela, lâchez pas la Colombie non plus. Les accords de paix, c'est important. Qui va les défendre? Qui va les aider? La droite, par définition, c'est l'ennemi. La gauche institutionnelle, c'est aussi l'ennemi. Donc c'est ailleurs que ça doit se passer, mais là, il ne faut pas lâcher. Il y a au moins un truc dont on se souvient du Chili, 73, c'est que la gauche en Europe, elle n'a pas lâché, hein, et elle a accueilli les Chiliens. J'aimerais bien qu'on n'ait pas à accueillir encore plus de Colombiens et encore plus de Vénézuéliens. Cuma hurko rikcaria